là, je me suis dit, si le métier que j'ai envie d'exercer, la façon dont j'ai envie de travailler ne se fait pas comme j'ai envie, je vais le créer. Vous venez, mais vous avez besoin de temps pour régler certaines choses. Quand ces choses-là seront réglées, si vous voulez, vous revenez me voir. Et j'ai vu des larmes dans ses yeux. Elle est revenue 6 mois après en me disant, vous m'avez choquée, mais merci. Elle dit, j'allais droit dans le mur, j'allais complètement dilapider toutes mes économies. J'arrive, des fois, ils sont plutôt en baisse d'énergie. On a eu un entretien d'1 heure, 1 heure et demie. Ils sont reboostés. Moi, je crois que je suis pleine d'énergie et d'enthousiasme. Et ce qui me plaît, c'est de contribuer en distribuant à d'autres. Hélène, je suis ravie de t'accueillir sur le fauteuil des Belles Voix. Ouais, merci de m'accueillir aussi. Ça me fait vraiment plaisir. Alors la première chose que je demande, c'est de se présenter en fait en quelques mots. Alors à la fois du côté personnel, mais aussi professionnel. C'est pas une question des plus faciles, mais je vais m'y prêter. J'ai beaucoup de rôles, comme beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes aussi, j'imagine. Je suis une femme, je suis une mère, j'ai un fils qui a bientôt 22 ans. Je suis entrepreneuse depuis 14 ans. Qu'est-ce que je peux dire de moi? Je suis quelqu'un qui suis curieuse, qui aime aussi beaucoup l'optimisme. Voilà, ça me caractérise beaucoup. Je crois que vraiment à la force de l'optimisme et puis du positif. Je suis une personne très résiliente aussi. Je peux rebondir très facilement sur des choses négatives. Et je suis une épouse également. Voilà. Donc j'ai beaucoup de casquettes en fait. Et bien pour en savoir plus, encore plus sur toi, il y a une petite tradition dans les Belles Voix. Alors jusque-là, je donnais des objets en fait aux participants. Et là aujourd'hui, en fait, j'avais envie de te donner des cartes. D'accord. Ça, je sais que tu aimes bien le côté ludique. Oui, tout à fait. Ça tombe bien. On peut rajouter ça aussi. Voilà. En fait, ce sont des cartes qui sont tirées d'un jeu qui s'appelle le Brand Codex, qui a été créé par Caroline Beaujard de Lazare in the Jungle, qui a notamment créé l'identité des Belles Voix. Et donc le premier petit tas de cartes que je vais te donner, hop, c'est celui-ci. En fait, l'idée, c'est de choisir un animal. D'accord. L'animal, en fait, qui te correspond le plus et pourquoi. Okay. Voilà, c'est vraiment dans l'idée d'en savoir plus sur qui tu es, Hélène. Merci. Alors, celui qui me parle le plus, étonnamment, ça va être l'écureuil. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire pourquoi? Oui, derrière, il y a des valeurs qui correspondent. Est-ce que je peux m'en servir ou pour voir si ça correspond? Regarde, c'est toi qui... Là-dessus, je laisse libre. Oui, en fait, ça correspond assez bien quand je vois les mots transmission. Ouais. Déjà de par mon métier, c'est quelque chose que je fais et que j'aime en fait transmettre aux autres ce que je vois, ce que je sais. La transparence, c'est quelque chose de très important pour moi. Ça a à voir avec l'authenticité. Et on en reparlera après. Sur ta et manière d'ailleurs, le mot qui vient derrière, c'est honnêteté. Et je me caractériserai par ces mots-là. L'honnêteté, c'est très important pour moi. J'ai souvent dit que je préfère le mensonge qui fait mal que... alors, non, la vérité qui fait mal que le mensonge qui caresse, voilà. Et aussi, de par mon métier, l'honnêteté de pouvoir dire certaines choses aux dirigeants ou aux organisations. Et qu'on puisse compter sur moi aussi. Et la confiance, très important. Voilà, alors, c'est pas la perfection, ça n'existe pas dans ce monde, mais avoir confiance dans les personnes qui m'entourent, que les personnes puissent avoir confiance aussi en moi. Ça a à voir avec l'engagement aussi. Et puis, alors ça, c'est du coup, je me base sur ces mots-là, mais
Pourquoi l'écureuil? C'est parce que je suis quelqu'un qui a du mal à tenir en place. Voilà, donc j'ai la vision de l'écureuil qui saute de branche en branche. J'aime bien ses grands yeux aussi. C'est quelque chose. Alors je sais pas si j'ai des grands yeux, mais ça évoque pour moi la curiosité, quelqu'un qui est très à l'affût des choses et qui voit. Et en même temps, on dit que l'écureuil, il fait ses réserves de noisettes. Alors, moi, c'est plutôt dans la vision que ça me parle. C'est pas de faire des réserves de noisettes, mais je suis quelqu'un qui, si ça fait 14 ans que j'ai mon entreprise, c'est que je pense que je la gère bien. Et ça m'a fait penser à tout ça. Et puis peut-être le roux, hein, le roux de l'écureuil. Oui, aussi, ouais. Il n'a pas les cheveux frisés, mais... la couleur aussi. Voilà, ça me fait penser à ça. Ah bah c'est chouette, écoute. Merci. Alors, j'ai un deuxième petit tas de cartes pour toi. Et là, par contre, on va parler de la matière. D'accord. Si tu avais, on va dire, voilà, s'il y a une matière qui t'attire plus qu'une autre, et pourquoi? Merci. Bon bah, je pense que j'ai tout de suite trouvé. Je ne regarde même pas les autres. Plus rapide que les animaux. C'est l'eau. L'eau. Voilà. L'eau, parce que je suis une Bretonne qui a toujours habité près de l'eau, en fait. Et puis, c'est une matière qui me parle beaucoup. Voilà, j'ai besoin d'avoir de l'eau à côté. Je ne sais pas quelles sont les valeurs qu'il y a derrière, d'ailleurs, parce que là, tu as aussi des mots. Alors, on retrouve les mêmes. Transparence, honnêteté, confiance. Ouais, voilà, donc c'est cohérent. Ouais, carrément. C'est chouette. Très cohérent. Merci beaucoup, Patrick. Je vais reprendre. Hop. Alors, dans les belles voix, en fait, moi, j'aime bien remonter un peu en arrière. Parce que souvent, en fait, ce qui nous anime aujourd'hui peut aussi trouver ses racines dans notre enfance. Alors, moi, je voulais en savoir plus sur toi, enfant. Comment tu voyais le monde? Et est-ce qu'il y a quelque chose qui te touchait particulièrement, qui te passionnait? Alors, l'idée de moi, enfant, je me réfère à des photos, en fait. Hein. J'ai une mémoire quand même un peu de certaines choses, mais d'une enfance très, très heureuse déjà. Voilà. J'ai eu la chance d'avoir une enfance très heureuse, avec des parents très aimants, très structurés. Et ça a toujours... Je pense que quand tu fais le lien avec l'enfance et la personne, et même aussi le métier que je fais aujourd'hui, c'est qu'ils m'ont donné vraiment les bases. Voilà. Des bases très structurées, et j'ai pu le mesurer pendant toute ma vie. Donc une enfance très heureuse... une mère présente, très aimante, et moi, du coup, ça me donne cette liberté. En fait, quand le cadre sécurisant est là, eh bien, on se sent libre. Voilà. Donc moi, j'étais une petite fille très libre, très joyeuse, voilà, très curieuse, un peu originale, je pense, déjà sous certains aspects. Quand je revois des photos, pas vraiment dans un moule, c'est-à-dire qu'il y a encore les cheveux frisés dans tous les sens, des grands yeux encore qui regardent le monde d'une manière très curieuse et très intéressée, et surtout la joie. Voilà, la joie qui est très présente, et l'amour aussi, parce que j'ai un frère qui a peu d'écart avec moi, enfin 21 mois, qui était l'aîné, et qui était très proche, et on s'entend toujours très très bien, et voilà, caractérisé par ça. Et ouais, c'est vraiment ce socle-là qui fait l'adulte que je suis aujourd'hui. Ouais. J'ai souvenir de quelque chose à l'école, donc on a 3 ans, maternelle, 3-4 ans, où les maîtresses disaient de moi, Hélène, si elle a décidé qu'elle ne faisait pas, elle ne ferait pas. Mais quand elle a décidé, c'est hyper rapide. Donc, dès l'enfance, il y avait déjà cette rapidité, cette envie de faire ou pas faire. Donc, c'est-à-dire que j'écoute mon envie. J'aime pas, j'ai envie, j'ai pas envie. Et du coup, et cette rapidité. Et puis aussi de défendre
c'est pas la veuve et l'orphelin, mais dès qu'il y avait une injustice, j'avais pas peur d'y aller. Voilà. Même petite, j'ai souvenir de certaines choses. Voilà. Affirmée dans ton caractère. Et comme j'avais un peu une tête de poupée, c'est-à-dire voilà la petite blonde avec les cheveux frisés, une bonne bouille, certaines des plus grands voulaient un peu jouer à la poupée avec moi. Je sais pas si on dit ça. ça pourrait être très. Ça pourrait être mauvais. Oui, on a compris sur le... Et j'avais un caractère déjà assez affirmé qui disait... Et déterminé aussi. Voilà, et d'indépendant. C'est-à-dire qu'on me laisse tranquille. Voilà, moi, je sais, c'est pas parce que j'ai cette petite bouille et tout ça que je sais pas ce que je veux et où je veux aller. Voilà. Ouais, ça t'a beaucoup déjà très présent. Pour la suite, finalement, après l'adolescence et dans ta carrière professionnelle, quoi. Ouais. Parce que toi, tu dis de toi que tu as un parcours scolaire et professionnel qui est atypique. Alors, pour exemple, pour parler du côté professionnel, tu as exploré plusieurs secteurs qui sont assez différents, parce qu'il y a le stylisme, dans la joaillerie, le commerce, l'automobile, l'informatique. Qu'est-ce que tu as retiré, toi, de toutes ces expériences? Une grande agilité. Déjà, une grande agilité parce qu'aujourd'hui, de par mon métier, je peux passer d'un secteur à un autre sans problème. Des points communs aussi. Moi, ce que j'ai vu de par toutes ces expériences-là, c'est le fait que le métier n'a pas vraiment d'importance. Souvent, on imagine que si on fait ce métier-là, c'est qu'on est plutôt bon. Mais c'est plutôt la stratégie, la manière dont on va manager, si on a des salariés, comment on évolue, comment on se laisse conseiller, comment... Ça, j'ai pu voir différentes entreprises avec des modèles différents, ceux qui réussissaient moins. Et inconsciemment, j'ai analysé tout ça. Voilà. Est-ce que c'est ça, du coup, qui t'a emmené vers la voie de l'entrepreneuriat, de créer toi-même ton entreprise, de par avoir justement découvert tous ces secteurs et puis pouvoir effectivement comparer que c'est pas que l'activité a beau être différente, mais qu'il y a un socle commun et qui, toi, t'a poussé... Alors, pas spécialement. C'est plus parce que j'ai bougé géographiquement et que quand je suis revenue en Bretagne, donc j'ai fait Brest, Strasbourg, Annecy, Nantes, Quimper. Et le modèle que j'avais choisi dans ma façon de travailler n'a pas pu se faire sur Quimper. Voilà. Et donc là, je me suis dit, si le métier que j'ai envie d'exercer, la façon dont j'ai envie de travailler ne se fait pas comme j'ai envie, je vais le créer. Je vais créer mon propre modèle aussi. Et je suis rentrée par la porte du commerce, en fait. Puisque, comme tu disais, j'ai été plusieurs années dans le commerce plutôt haut de gamme. Donc, et j'aime le commerce, c'est-à-dire que je vois facilement comment quelqu'un peut vendre. Et je voyais pas mal d'entreprises qui avaient justement ce souci-là, et qui l'ont toujours. C'est le nerf de la guerre. Si on ne vend pas, on ne se développe pas. Et donc, je suis rentrée par cette porte-là. J'ai créé ma propre structure, plus développement commercial. Et ensuite, la stratégie m'a amenée à développer tel que je suis maintenant, parce que sans stratégie, il est difficile aussi de bien vendre. Alors moi, je voulais savoir, Hélène, qu'est-ce qui te passionne le plus en fait dans le développement commercial? Qu'est-ce qui t'anime le plus dans ce que tu proposes aux dirigeants? Alors, le développement commercial, maintenant, c'est presque une résultante, c'est-à-dire que je ne fais pas un focus sur le développement commercial. Moi, ce qui m'anime, c'est la réussite. Alors, la réussite, par rebond, la mienne aussi, mais surtout celle des autres. Voilà. Donc, déjà, à la base, quand on vient me voir, c'est est-ce que je crois au projet et est-ce que je suis en adéquation avec le ou la dirigeante? C'est-à-dire, est-ce qu'on partage un peu les mêmes valeurs et est-ce que je sens que je suis la bonne personne pour ce client. Parce que, comme ayant une manière de travailler un peu différente, assez rapide, avec une particularité, il faut... alors ça peut des fois ne pas être rassurant pour certaines personnes, et puis pour d'autres, ils sont très preneurs. Donc il faut que je sache à quelle catégorie appartient ce futur client, parce que s'il accepte de lâcher un peu le contrôle et qui sent que je peux quelque chose pour elle ou pour lui, je sais qu'on va fonctionner. Ça va bien marcher.
Et justement, en fait, dans quelle situation... Alors, il faut savoir, déjà, je voulais préciser, tu accompagnes à la fois les petites entreprises, hein, les TPE, mais aussi des grands groupes. Et dans quelle situation, justement, particulière, on peut faire appel à toi? Alors, j'accompagne très peu les porteurs de projets. Et ça s'explique. Parce que, en fait, quand on crée son entreprise, on a une idée, on a une forte énergie, et il la faut d'ailleurs, hein, parce qu'on se lance, on y croit, et donc on est beaucoup moins ouvert à voir certaines choses. Et parce qu'on va essayer, on va tester. Donc moi, ça, je laisse à d'autres personnes qui accompagnent les porteurs de projets. Je suis plutôt sur des clients qui ont 5, 10, 20, 30 ans, voire plus d'existence. D'accord. Et qui, à un moment donné, se posent des questions. Se disent, je suis épuisé, je gagne peut-être pas assez d'argent, ou j'ai besoin d'un œil extérieur pour venir voir un petit peu comment on pourrait faire différemment, ou je suis dans une transition. Et ça, j'aime bien. Les choses j'ai des choses à voir, en fait, et à comprendre, et je vois les systèmes, et là, là j'interviens. Ouais. Et justement, je rebondis parce que tu as écrit « Aujourd'hui, plus que jamais, il est essentiel d'avoir une vue globale, de prendre du recul, d'analyser l'historique et le présent pour bâtir ses objectifs et sa vision. » Tu parles justement que tu accompagnes plutôt des entreprises qui ont déjà un passif. Et du coup, comment toi, tu t'y prends exactement quand tu découvres une entreprise pour la première fois? Qu'est-ce que tu regardes en premier? Donc, tu disais, tu parlais du passif, mais quelles sont les étapes en fait pour toi pour bien comprendre où en est l'entreprise et où elle a envie d'aller? Alors, je n'ai pas une méthode particulière à part l'écoute. En fait, quand quelqu'un... déjà, la genèse, c'est comment j'ai rencontré ces personnes-là. Donc, c'est pas une prospection directe. C'est soit ils sont venus à moi par de la recommandation. Donc, ils ont déjà une idée de comment je travaille et qu'est-ce que j'apporte à d'autres personnes qu'ils connaissent. Ou soit... je les ai rencontrés quelque part et on a déjà discuté ensemble et de manière non commerciale, c'est-à-dire qu'ils m'ont parlé de ce qu'ils vivaient, de leurs besoins. Et donc, si j'ai eu un tilt en me disant « Oh, il y a vraiment quelque chose à faire » ou « Je vois ce qu'on pourrait faire », déjà, il y a une relation qui va commencer à se mettre en place. Et souvent, ça aboutit à ce que vous pourriez faire quelque chose pour moi. Voilà. Et donc là, on va se rencontrer. Parce qu'à ce stade-là, je ne sais pas encore si je peux faire quelque chose. J'ai une idée, une intuition que je pourrais apporter quelque chose, mais je ne sais pas encore. Donc on va se rencontrer, et là, peu importe la taille de l'entreprise, que ce soit du solo ou d'une grande boîte, la première séance, je ne fais qu'écouter. Alors ça part dans tous les sens. Mais ça me permet de recueillir de l'info. Et moi, dans mon cerveau, je ne cherche pas à mettre une méthode, à dire comment je vais travailler. Je sais comment mon cerveau fonctionne. Il va emmagasiner de l'info. Et à un moment, les rouages vont se mettre à travailler seuls et se dire, à la fin de l'entretien, on pourrait faire ça. Moi, ce que je vous propose, c'est ça. Voilà. J'avais envie de parler d'un témoignage qu'il y a sur ton site web qui justement illustre aussi ta manière de travailler, ce que tu viens de dire. Hélène porte un regard puissant et singulier sur les entreprises, les projets et ceux qui les portent. L'intelligence et l'intuition qu'elle démontre par son analyse rapide des situations m'a tout simplement épatée. Directe, sans langue de bois, Hélène étonne et parfois bouscule, ce qui est souvent nécessaire pour sortir des zones de confort et accélérer les transformations. Bravo Hélène et merci. Et je voulais justement, parce que toi, tu as besoin de ce temps d'écoute, et puis après, il y a des choses qui émergent. Et parce que quelque chose qui est différenciant chez toi dans ton approche, c'est ton intuition. Tu marches beaucoup à l'intuition, et je voulais savoir du coup comment ça se manifestait concrètement quand tu as le dirigeant en face et que, tout de suite, tu dis, ouais, on peut faire ça, voilà. Alors, c'est pas seulement que dans l'idée, c'est beaucoup dans la forme. Je vais te donner un exemple très, très parlant. Je rencontre un dirigeant qui a un gros projet. Quand je dis un gros projet, c'est aussi un budget très important, un peu plus de 100 salariés. Voilà. Et donc moi, je ne le connaissais pas, je comprends sa demande et je fais une proposition
un peu différente de ce que je fais d'habitude. Et en me disant, je vais faire un PowerPoint, je vais arriver avec mon ordinateur, sans doute, vu le budget qu'il veut mettre, il faut que j'ai des étapes, des temps et tout ça. Donc je prends un temps fou à faire ça, parce que c'est pas trop ma nature. Et je me dis, c'est pas mal. Voilà, c'est pas mal. Et donc j'arrive avec mon ordinateur, je me mets devant le client et je commence à lui expliquer, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire avec mes slides et tout. Ah, et je sens que ça passe. Et tu te sentais alignée en faisant ça avec toi? Pas spécialement, mais comme je l'avais travaillé, j'étais assez fière de moi en me disant c'est du bon boulot. Voilà. C'est comme ça qu'un cabinet de conseil fait. Donc c'est bon. C'est cohérent avec le budget qu'il veut mettre et puis la forme. Sans doute cette forme-là, il faut qu'elle soit comme ça parce que c'est comme ça que font les autres. Ouais. Et donc j'ouvre mon ordinateur, je lui présente et tout ça. Et puis là, mon intuition me dit ça prend pas. Ça prend pas, il regarde, il n'intervient pas, et pourtant je me dis, mince, c'est chouette, comment ça se fait, c'est chouette. Et là, tu vois, et je t'illustre ça pour un petit, alors je sais pas si certains nommeront ça intuition ou autre chose, peu importe le terme. D'un coup, en plein milieu, je ferme mon ordi et je lui dis, bon, ça c'est la forme. Mais si vous voulez, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça. Et là, je vois le visage qui s'éclaire, il me dit, ah, génial, parce que je sais pas, quand je voyais ça, ça me parlait pas trop. Bon, alors moi je dis, ah bon, enfin, c'est quand je te parlais de rapidité, c'est dans mon cerveau, évidemment je dis pas ça, mais dans mon cerveau ça communique en disant, bah mince, pourquoi ça lui parlait pas trop, c'était vachement bien. Et je reviens à ma vraie nature en fait. Qui est en fait, les gens viennent en disant Hélène, elle a des tonnes d'idées, elle fait différemment. Et donc, surtout pas de rentrer dans un moule que je crois être un moule idéal pour un cabinet de conseil, parce que c'est pas ça qu'ils sont venus chercher. Et là, on touche à l'identité. Et les dirigeants, je sais pas si ça te parle sur cette intuition, mais en fait, quand je suis en face de quelqu'un, je sens ce qu'il devrait faire. Voilà. Où se trouve le nœud du problème aussi. Maintenant, il faut à moi de jauger si ils peuvent l'entendre maintenant, si je peux le dire d'une manière assez directe. Mais quand on a signé et qu'on s'accompagne, très vite je dis voilà comment je fonctionne. C'est-à-dire que je vais vous dire les choses assez franchement. On revient à des valeurs honnêteté, transparence, authenticité. Mais vous êtes très libre. C'est-à-dire que je ne veux surtout pas être celle qui dirige. C'est vous qui dirigez toujours votre entreprise. Ce que je peux voir dans certains cabinets de consultants où ce sont des sachants. Moi, je ne veux pas avoir cette posture. J'ai des idées. J'ai des idées, je vois ce qu'on pourrait faire. Si une personne me dit non, c'est libre à elle. Voilà. Bah, tu disais, voilà, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais moi, effectivement, tu as eu l'occasion, tu m'as accompagnée. Et c'est vrai que moi, ce qui m'avait marqué et ce qui avait fait effectivement que j'avais eu envie de travailler avec toi, c'était que tu m'avais dit les choses honnêtement. J'ai toujours la phrase que tu m'avais dit, voilà, la première fois que tu m'as vue. Je t'avais demandé qu'est-ce que tu avais ressenti la première fois que tu m'avais vue, et je fais ah bon, d'accord, c'est ça que je renvoie, ok. Et tu m'as sorti de ma zone de confort, tu m'as dit des choses qui aujourd'hui encore, parce que c'était il y a 2-3 ans, tu avais semé des graines, et moi dans mon évolution professionnelle, il y a des choses qui se sont passées, et je me suis dit ah oui, mais c'est vrai qu'Hélène, elle m'avait dit ça. Et elle avait osé me le dire, et aujourd'hui, ça prend tout son sens. Parce que c'est vrai que des fois, on n'est pas prêt à l'entendre tout de suite, même si moi, je l'entendais, effectivement. On a aussi besoin que ça se mette en place, mais j'avais beaucoup apprécié que tu dises les choses, quoi. On passe pas par 4 chemins, à un moment donné, il faut y aller. Et puis, et ça, c'est vraiment important. Enfin, pour ma part, en tout cas, ça l'était. Oui, et effectivement, c'est ce que recherchent aussi des dirigeants, c'est qu'on les sorte un petit peu de leur zone de confort. Et je voulais rebondir aussi sur le côté... Il y a aussi ce côté... parce qu'on intervient dans quelque chose de très intime, finalement, aussi, quand tu accompagnes un dirigeant, sur sa vision, ses doutes, ses choix. Donc, il y a quelque chose de très personnel aussi. Il n'y a pas juste... Bon, il y a le dirigeant, mais il y a aussi la personne derrière. Oui. Et c'est là où il faut être...
Est-ce que toi, il y a eu un moment où justement tu as pris, ou un autre exemple peut-être, tu as pris conscience de l'impact que tu pouvais avoir dans la trajectoire d'une personne, d'un dirigeant, mais aussi de la personne, tu vois, sur Son évolution. sur qui elle est, tu vois, plus que ce qu'elle fait, quoi, finalement, tu vois. Je dissocie pas les deux. Ouais, toi, tu pas travailles les avec l'homme ou la femme, voilà. Et c'est intéressant ce que tu dis par rapport à ça sur l'individu dans son rôle et l'individu dans son identité propre. Et c'est ça aussi le choix au départ on va se choisir. Il y a un élément indispensable pour qu'on travaille ensemble, c'est une forme d'humilité. Tu l'as dit tout à l'heure quand tu dis je t'ai dit des choses. Alors, je suis franche, j'espère ne pas être cash. Pour moi, la notion de cash, c'est quelque chose qui sort sans faire attention à l'impact. Et moi, mon intention, elle est toujours positive. Ça serait dommage de passer à côté de quelque chose alors que c'est là. Voilà. Donc, à un moment donné, je vais le dire. Pour te redonner un exemple, j'accompagne, alors ça c'est assez exceptionnel, comme je te disais, j'accompagne pas des porteurs de projets, sauf j'accompagne une personne ces temps-ci qui a vraiment un talent incroyable. Voilà. Et sauf que c'est une personne à très haut potentiel et ce type de personne part vraiment dans tous les sens. Et j'ai souci aussi de l'efficacité de l'investissement que font les personnes au niveau argent. Donc, surtout des solo-entrepreneurs, surtout des créateurs. Donc, quand ils viennent, c'est pour ça que je parlais de la rapidité aussi, c'est vrai que moi, je vois où on pourrait aller très rapidement. Maintenant, je tiens compte, sont-ils prêts ? Mais en même temps, il y a ce côté, j'ai pas envie qu'ils dépensent des milliers d'euros dans cet accompagnement, alors qu'on pourrait aller très vite. Et il y a une personne que j'accompagne, toujours, à un moment, je lui ai dit, on va arrêter. On va arrêter. Et donc, elle me dit, mais pourquoi ? Je dis, vous venez, mais vous avez besoin de temps pour régler certaines choses. Quand ces choses-là seront réglées, si vous voulez, vous revenez me voir. Et j'ai vu des larmes dans ses yeux, mais elle est revenue 6 mois après en me disant, vous m'avez choquée, dans le sens choc, un peu comme on doit réanimer quelqu'un. Mais merci. Elle dit, j'allais droit dans le mur, j'allais complètement dilapider toutes mes économies. Alors, non pas que ça coûte, quand j'accompagne un solo-entrepreneur, il laisse pas sa maison. Oui, bien sûr. Mais le temps, c'est de l'argent. Et donc, moi, je veux bien qu'on boive un café et qu'on discute de tout et de rien, mais le compteur tourne. Donc, à un moment donné, j'ai aussi cette honnêteté de dire, vous êtes là pour qu'on arrive à un objectif. Moi, à un moment, si vous le voyez pas, moi, c'est plus honnête de ma part, j'arrête. Et elle a fait un bond incroyable, parce qu'elle a résolu certaines choses. Plus personnelles, du coup. Personnelles, et puis elle avait besoin de remettre à plat certaines choses. Voilà. Et ça, c'était intéressant. Donc, pour dire le dirigeant, à un moment donné, il est amené... Moi, je ne questionne pas sur la vie privée des gens ou sur autre chose. Oui, je ne suis pas thérapeute. Voilà. Je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas psy, même si je suis formée à différentes techniques. Mais il est amené à se confier ou à me parler de ses ressentis, de son état du moment, parce que c'est un moment qui pour lui ou pour elle, et qui m'aide aussi dans la stratégie. C'est-à-dire que la personne se révèle. Et moi, ça me donne des idées, parce que qu'est-ce que c'est qu'un dirigeant qui se révèle, ou une dirigeante qui se révèle ? Bon, pour être plus simple, je vais le dire au masculin tout le temps, et je pourrais choisir féminin aussi, mais je vais prendre la généralité. C'est qu'on parle de l'identité. Et je suis, dans la stratégie, je suis très vigilante à garder l'identité d'une entreprise. Parce que justement, un porteur de projet, il y a mis toutes ses tripes, tout qui il est, ses valeurs et tout ça. Et donc, je dissocie pas les deux, le dirigeant et ses valeurs. Je parle d'un dirigeant propriétaire. Un directeur d'une structure, c'est différent. Oui, parce que justement, est-ce que toi, tu as un exemple aussi, alors là, on parle du porteur de projet, sur une plus grosse entreprise, où là, il y a peut-être aussi matière d'urgence, des fois, à changer des choses, où tu as peut-être... Est-ce que... De la même façon, tu as pu être amené à lui dire on arrête, on reprend dans 6 mois, tu vois, où les enjeux sont peut-être pas les mêmes, justement.
Alors j'y ai réfléchi, je me suis dit, justement en parlant des valeurs, je me suis dit, est-ce que j'ai déjà rencontré des clients qui ne partageaient pas mes valeurs? Alors il y a un exemple que j'ai, un dirigeant qui m'appelle et qui me dit, je voudrais que vous accompagniez toute mon équipe commerciale. Budget aussi très, très important, intéressant. Et donc je lui demande ses objectifs, il m'explique que par téléphone, et il ne voulait pas qu'on se rencontre. Donc voilà, il me signe mon contrat, tout se fait, et je rencontre ces personnes. C'était pas sur Quimper, hein, c'était dans une autre ville. Et je rencontre cette équipe et elle va très mal, cette équipe. Je me dis, moi, je ne peux pas amener une équipe qui va très mal vers un développement commercial. Le commerce se fait parce qu'on va bien. Par exemple, une entreprise ou un entrepreneur qui a faim, qui a besoin d'argent, est un très mauvais vendeur. Donc il faut aller bien pour vendre. Donc je commence à les questionner, à essayer justement de remettre un peu cette base pour pouvoir après leur donner les clés de la vente. Et ça va très mal. Alors je dis, bon, écoutez, on va arrêter. Et je vais rappeler le dirigeant. Et on verra la prochaine fois. Je rappelle le dirigeant et il me dit, non, je ne veux pas vous voir spécialement. Je ne veux pas qu'on parle de certaines choses. Vous vous contentez de les amener à vendre comme ça et comme ça et comme ça. Ben, je lui dis, écoutez, vous savez, on va rompre le contrat, je vous rembourse ce que vous m'avez déjà payé, et ça s'arrête là. Et on est parti en bon terme, hein, mais je dis, ce ne sont pas mes valeurs. Oui. Et je ne peux pas amener une équipe à un résultat que je pourrais, pas dans des conditions comme ça. Voilà. Donc ça arrive. Enfin, c'est exceptionnel, hein, mais ça peut arriver. Oui, mais ça montre aussi ta manière de travailler, quoi. Voilà, pas de l'argent à n'importe quel prix. Plus sur le côté humain que sur le côté effectivement pécunier. Voilà, il faut que ça ait du sens. Il faut que ça ait du sens. C'est pas au détriment de l'humain. Ça n'empêche que des fois il faut bousculer un peu l'humain. Bien sûr. Mais s'il y a quelque chose qui ne va pas, et souvent je prends cet exemple de l'arbre, c'est qu'on vient me voir, et notamment pour le développement commercial, hein, enfin, en disant j'ai besoin de développer au niveau argent. Bah moi, je prends l'arbre, par exemple, le pommier, en me disant j'ai besoin des pommes, en fait. Voilà. Et ben, avant d'aller voir si l'arbre produit des pommes, moi, je vais aller voir les racines. Où il est implanté, comment... Alors, pas implanté sur l'entreprise où elle se trouve, quoique ça peut faire partie de ça, mais c'est comment on a planté cet arbre-là, comment il se porte... Et après, on ne vient plus me voir en fait pour le développement commercial. Parce que si on revient sur l'image de l'arbre, s'il est en bonne santé, s'il est nourri, s'il est bien exposé, s'il a tout, il produira. Voilà. Et donc en fait, après, une fois qu'on a travaillé ça, bah, l'entreprise elle produit. Ça va bien. Il y a une de tes approches, c'est que tu te formes régulièrement. Oui. Pour t'adapter aux changements humains et dans le milieu de l'entreprise, hein, et toujours en suivant ton intuition. Parce que ce qui t'intéresse, en fait, c'est de créer pour toujours être en accord avec le besoin. Et j'aime bien une phrase que tu as utilisée, c'était d'apprendre dans l'objectif de servir les entreprises. Est-ce que tu peux développer ce point et peut-être donner un exemple de formation que tu as faite récemment qui permet d'illustrer ce besoin d'apprendre. Oui. Alors c'est vrai que ça fait 14 ans que j'exerce et je me suis vraiment formée à beaucoup d'outils ou certifiée pas mal tout au long de ma carrière et j'espère encore. et intuition basée sur les tendances. C'est-à-dire que si on revient, quand tu me questionnais sur quel enfant j'étais, une enfant assez curieuse, pas la curiosité de ce que fait le voisin, hein, la curiosité de la vie en fait, comment ça se passe, comment tout ça se met en place, pourquoi ça fonctionne pas, et de quoi on pourrait avoir besoin pour que ça fonctionne. Et donc c'est ces tendances-là. Et pour comprendre ces tendances, il faut écouter. Et moi, je fais partie aussi des réseaux d'entrepreneurs, je côtoie beaucoup de monde, j'ai un beau réseau professionnel aussi, donc je les entends, je me dis, tiens, là, on va vers ces tendances-là. Par exemple, période Covid, un cabinet qui fait de la stratégie comme moi, certains ont pris la stratégie de faire beaucoup de bruit pendant la période du Covid pour dire on existe toujours. Et moi, j'ai choisi la stratégie de me mettre en veille. Donc risqué, parce que je me suis mis en veille pendant pratiquement 1 an et demi. D'accord. Mais comme j'avais une bonne trésor et une bonne gestion, c'était faisable. Alors j'avais aussi quelques clients qui continuaient à travailler, hein, des beaux clients, mais je n'ai rien développé et je n'ai pas fait « coucou, je suis là ». Pourquoi ?
La stratégie, personne ne savait où on allait. Je n'avais pas les cartes en main pour savoir c'est là qu'il faut aller, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je fais de cette période ? Eh bien, je vais me reformer. De quoi, étant positif, je me dis, on va bien s'en sortir. À la sortie de cette période-là compliquée, de quoi les entreprises auront besoin ? Et je me suis beaucoup formée, notamment je me suis formée à l'outil du coaching, donc j'ai passé un examen. Alors j'aime aussi des examens qui ont de la valeur. On est en France, le diplôme est important, et je le comprends aussi, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire tout et n'importe quoi avec les gens. Et donc je me suis formée à l'outil du coaching, RNCP6, je voulais quand même quelque chose de très diplômant. Et donc ça m'a pris presque 1 an, et j'ai mis aussi un gros budget dedans. Mais parce que j'étais convaincue qu'en sortant, non pas que j'allais être coach, je ne suis pas coach même si je suis diplômée, c'est un outil. C'est-à-dire que comment j'utiliserai cet outil à la sortie du Covid, où les personnes auront été déstabilisées complètement, où il y aura besoin aussi d'accompagner, mais pas n'importe comment. L'intuition c'est bien, mais il faut que ça se base aussi sur des outils concrets. Et donc j'ai fait ça. Après... comme tu disais, comment je peux sentir certaines tendances et outils qui collent avec mes valeurs. Et moi, je suis quelqu'un de très positif, c'est-à-dire que je crois que si on... Parce que, par miroir, si quelqu'un me dit « Hélène, c'est vraiment super ce que tu fais, tu m'as lu tout à l'heure un témoignage d'un client », ça me donne quoi comme énergie ? J'ai le sourire, je me dis purée, on va y aller, on va encore. C'est génial, ce que je fais c'est super, ça aide des gens, ça me donne de l'énergie. Ça ne veut pas dire que je n'ai rien à améliorer, mais ça me donne de l'énergie. Et du coup, je me suis dit comment je peux accompagner encore mieux les gens en donnant cette énergie positive. Je me suis formée à un outil qui s'appelle l'Appreciative Inquiry, donc par l'Institut français de l'Appreciative Inquiry à Paris. Et qui est basé justement sur les réussites des organisations, des personnes. Et donc ça, c'est aussi une certification que j'ai passée et que j'exploite aujourd'hui dans plein de domaines. Et dernièrement, le DISC, qui est un outil très connu, je ne voulais pas que ce soit que ça. C'est-à-dire que j'ai horreur de faire rentrer les gens dans des cases, mais DISC et force motrice. C'est-à-dire le DISC explique aussi un peu le pourquoi, et les forces motrices vont plus loin, expliquent le comment on fonctionne. Et pourquoi m'être formé à ce dernier outil ? Parce que c'est assez récent. Et déjà qui est pris par les entreprises. Les entreprises m'appellent pour faire ça. D'accord. Des CODIR, par exemple. Parce que aujourd'hui, les personnes ne se comprennent plus. Voilà. Et donc, on pense qu'on est... quelqu'un vient exprès nous saboter notre travail ou ne comprend rien à ce que j'explique et ne veut pas avancer dans le même sens que moi. Mais souvent, ce n'est pas ça. C'est des fonctionnements différents. C'est-à-dire qu'il y a un qui est au 5e étage et l'autre qui habite au 2e. Et donc, quand ils parlent, ça fait ça. Et ils disent, ils n'ont pas reçu, ils ne comprennent pas. Donc déjà, un travail de comment je fonctionne, pourquoi je fonctionne comme ça, quels sont mes points positifs, et est-ce que, sachant comment je fonctionne, je peux l'expliquer à celui qui se trouve à un étage différent ? Ah, toi, tu as besoin que je te donne plein de détails pour agir ou pour fonctionner. Alors que moi, j'en ai pas besoin du tout. On va trouver un milieu. Toi, tu vas descendre un peu et moi, je vais monter un peu. Et ça, c'est des outils qui permettent ça. Et avant d'aller vers des conflits, c'est-à-dire que je suis plus dans la prévention. Et aujourd'hui, je travaille beaucoup avec des CODIR, parce que ça, c'est aussi en sortant du Covid. Je travaillais essentiellement avec des dirigeants seuls, qui voulaient faire leur stratégie seuls. La période de Covid a épuisé quand même beaucoup d'entrepreneurs, et aujourd'hui se disent, finalement, je ne veux plus travailler seul. Parce que ça me demande une énergie de dingue, j'y pense, je mets en place une stratégie, ça ne veut pas dire qu'il ne dirige pas, faut pas confondre, il met en place une stratégie en disant, on va changer ça, on va faire ci, on va faire ça, on va faire ça. Hop, je réunis mon CODIR, voilà ce qu'on va faire. Bon soldat, vous obéissez et vous faites. Grincement de dents, gna gna gna. Ah, on va faire de l'accompagnement au changement, parce qu'ils sont réfractaires au changement. Moi, je prends le processus inverse. C'est, voilà où on veut aller. Voilà le cap que je vise. Et la stratégie, c'est le chemin. Il y a un point A, il y a un point B, et on prend la stratégie. Vous,
comment vous verriez les choses, de quoi vous avez besoin. Et là, on interroge, et c'est pour ça que je me suis formée à des techniques, soit d'intelligence collective, soit l'appréciative, enfin plein de choses qui permettent de révéler ça. Et après, on a de la matière. Je travaille avec le dirigeant qui a toute cette matière-là, qui a gardé son propre cap, mais qui va tenir compte du terrain. Le terrain me fait remonter ça. Et il y a globalement beaucoup moins ou plus du tout d'accompagnement au changement. Ben oui, parce que les personnes sont acteurs du changement qu'ils veulent voir, donc c'est beaucoup plus facile. Tu parles effectivement d'accompagnement de dirigeants, tu parles de te former, tu parles de codir, parce qu'effectivement tu accompagnes non pas seulement un dirigeant mais aussi son équipe. Oui. Et d'ailleurs donc tu accompagnes les entreprises dans l'organisation de séminaires pour accompagner effectivement toute l'entreprise. Et tu te décris comme étant architecte de séminaire. J'aimais bien cette phrase. Parce que, comme tu disais, tu es curieuse et tu as une créativité débordante. Tu as une approche très ludique dans les événements. Parce que là, tu parlais de la manière, effectivement, de travailler ensemble. En quoi le fait d'apporter le côté ludique, c'est important, en fait, dans le monde de l'entreprise et de l'impact que ça peut avoir sur les équipes? On pourrait remonter, justement, faire le lien avec l'enfance. Et puis tous les éléments, tu vois, comment fonctionne mon cerveau, c'est qu'il y a eu plein d'éléments et maintenant je les rassemble tous. On a vu l'écureuil, on a vu l'eau, enfin voilà. Enfant, j'étais bonne à l'école, pas de souci, je m'ennuyais beaucoup. C'est-à-dire que le système scolaire descendant, il y a peut-être qu'à la maternelle, à la limite, où je m'amusais le plus, puisque à la maternelle, on s'amuse. Et donc, et aujourd'hui, on le dit, hein, les neurosciences, on apprend dans un contexte non stressant et on apprend aussi en s'amusant. Voilà. Par exemple, moi, je suis fan des jeux de plateau de stratégie. D'accord. Ça, c'était quand j'étais... je me suis plongée là-dedans, même si enfant, avec mes parents, on jouait beaucoup à des jeux. Ils nous ont appris pas mal la pelote, le tarot, enfin des choses comme ça. Et on était plutôt une famille de joueurs. Et quand je suis partie à Strasbourg, les jeux de stratégie sont très présents parce qu'en Allemagne, en fait, leur système d'apprentissage se fait par le jeu. D'accord. Donc à Strasbourg, c'était très présent. En plus là, je suis pas un dinosaure, mais enfin il n'y avait pas le téléphone portable et les réseaux sociaux, donc on se retrouvait plus autour soit d'un verre, soit d'un jeu, soit restaurant, tout ça. Et je me suis pris de passion par ces jeux de stratégie de plateau. Parce que d'abord c'est la vie, c'est-à-dire qu'on te donne, alors j'espère que je suis pas en train de trop digresser, mais on te donne dès le départ d'un jeu des cartes ou comment des éléments qui vont te servir pour ton jeu. Mais tu ne sais pas ce qu'on va te donner. Et la vie, c'est un peu ça. Tu as un talent, voilà, on te donne des choses, à toi de te débrouiller avec ça pour réussir. Et j'ai vu très vite que sur ces jeux de plateau, je voyais tout à fait la stratégie. Et d'ailleurs, à la fin, les gens ne voulaient plus jouer avec moi. Parce qu'ils disaient, Hélène, elle gagne tout le temps. Et puis surtout, on ne l'entend pas. Mais pourquoi on ne m'entendait pas, c'est vrai que je suis plutôt bavarde, mais là, on ne m'entendait pas parce que mon cerveau captait tous les chemins, tous les trucs, les ressources. Clac, là, on peut faire ci. Ah, on m'a coupé ce que j'avais prévu. Donc ça, c'est très stratégique. Parce que dans la vie d'une entreprise, si je fais le lien avec cette métaphore, c'est que plein d'événements arrivent. Et donc, si on n'a pas de stratégie, si je reviens à ce point A et point B, si on ne sait pas le chemin qu'on va prendre et qu'on trouve un obstacle sur son chemin, c'est plus facile de le contourner. Si on ne l'a pas, peut-être qu'on va aller là, peut-être qu'on va aller là. Et pour le jeu, je reviens au jeu, quand moi je savais ce chemin que je prenais, si on me le coupait ce chemin ou qu'il y avait un obstacle, très vite, je trouvais... Tu avais une vision globale comment faire, comment utiliser d'autres ressources, comment travailler avec les autres et tout ça. Donc, je reviens à cette histoire de jeu. C'est passionnant, je trouve, d'apprendre par le jeu. Et le plaisir, là encore, si je reviens avec l'enfance, la joie, le plaisir, c'est mieux que, par exemple, pour moi en tous les cas, et on travaille comme on est, c'est assister à un séminaire, ne serait-ce que même d'une journée, PowerPoint, assis sur une chaise,
Ah bah une vraie torture pour moi. Et j'aimerais avoir un micro-trottoir à la sortie en disant vous avez retenu quoi. C'est chiantissime, excuse-moi le terme. Mais... Donc c'est arrivé par notamment la formation à l'appréciative inquiry qui est d'aller chercher les forces d'une organisation pour l'amener vers autre chose. C'est-à-dire qu'il est plus facile de dire comment on fonctionne bien. Super, on a tout ça en magasin. Ça, c'est nos ressources, si on fait le lien avec le jeu, c'est nos ressources, les cartes qu'on a en main. Et avec ces cartes bien identifiées, ces ressources, donc cette énergie aussi positive qu'on a, comment on peut amener ça sur un point qu'on a amélioré? C'est-à-dire que ce n'est pas un monde de bisounours où on va faire que la psychologie positive. C'est aussi comment on amène ces forces positives vers quelque chose qu'on veut améliorer. Et ça fonctionne super bien. Donc après avoir été formée à ça, comme je suis quelqu'un de passionné, c'est que j'en parle en disant waouh, je trouve un truc super, c'est magnifique, on pourrait le faire comme ci, comme ça. Et du coup, des dirigeants m'ont dit Hélène, est-ce que tu ferais notre séminaire de cette manière-là? Et ça s'est arrivé comme ça en fait. C'est arrivé comme ça. Ouais. Et est-ce que tu peux nous donner des exemples du coup de ce que tu as apporté comme expérience assez originale et ludique sur des séminaires? Alors, quelquefois, quand tu parlais d'architecte, c'est que quelquefois, donc je le conçois, c'est architecte, c'est aussi metteur en scène, c'est-à-dire que avec le dirigeant, j'ai besoin vraiment, quand il veut un séminaire, de savoir c'est quoi l'objectif. À la fin de ce séminaire, pourquoi il fait un séminaire? À la fin, il veut repartir avec quoi? Parce que moi, j'aurais des tonnes d'idées, mais les idées doivent servir l'entreprise et l'objectif que le dirigeant souhaite. Et aussi que les salariés ou les collaborateurs passent un bon moment. Donc, qu'est-ce que je peux faire? C'est que c'est déjà suivant la commande. Et je travaille aussi avec des partenaires parce que je ne fais pas tout. Si je suis l'architecte, comme un architecte va prendre des corps de métier différents. Donc moi, si je sens qu'il faut un prestataire pour enrichir ce séminaire et parce qu'il a une valeur ajoutée, je vais prendre quelqu'un. Mais toute l'architecture du séminaire, je l'aurai construit. Voilà. Donc, par exemple, j'ai travaillé sur le thème de la discrimination pour une entreprise. Comment faire passer ce message que dans une entreprise, le dirigeant est responsable s'il y a de la discrimination dans son entreprise? Il est responsable pénalement. Donc, c'est très important, en fait, que tout le monde en prenne conscience. Parce que, d'accord, il porte la responsabilité, mais c'est les acteurs de l'entreprise qui peuvent être amenés à avoir de la discrimination. Comment ne pas faire quelque chose de très juridique? Ce n'est pas déjà mon métier. Une journée sur ça, et qu'il en ressorte quelque chose. Moi, j'ai proposé à ce dirigeant qu'on fasse un fil rouge qui est l'art. Alors, l'art et la discrimination. OK. Eh bien, on a créé une BD, c'est-à-dire que toute l'entreprise, ils étaient un peu moins de 100, en sous-groupe. Je leur ai donné les 25 critères de discrimination, et j'ai fait juste une petite partie descendante, informative, on va dire, mais 10 minutes, un quart d'heure, et puis des supports qui leur permettaient d'ancrer ces facteurs de discrimination. Et comment ils illustreraient concrètement un des facteurs de discrimination. Et ensuite, parce que je sais pas, je veux pas stigmatiser, mais en prenant un critère et puis en mettant en scène par une BD, c'est sympa, mais ça ancre aussi le négatif. Et derrière, c'est comment il ferait la BD sans ce critère de discrimination. Ça serait quoi la solution pour éviter qu'il se passe ça? Et donc, là, tu les vois bosser, phosphorer, mais c'est pas anodin. On pourrait dire, une BD, ils dessinent, ok. Mais non, parce que déjà, ils doivent faire un scénario. Bien sûr. Ça veut dire qu'ils se mettent dans cette situation, ils se disent, ah ouais, il pourrait se passer ça, et puis ils trouvent la solution. Donc ça, on a eu plein de planches de BD qui ont été après affichées sur les murs, un silence religieux, parce que tout le monde est parti lire les BD des uns et des autres, qui ont pu être reliés en un livre pour l'entreprise. Ah, super.
Donc c'est la BD, quelqu'un arrive dans l'entreprise, le dirigeant peut lui dire, bah voilà, j'aimerais que tu jettes un coup d'œil sur cette BD, sur les facteurs de discrimination dans notre entreprise. Voilà. Ça peut être, après on a fait du pop art, j'ai fait venir une slameuse aussi, Mélodie Mo, que j'aime beaucoup. J'ai vu, ouais. Et qui a, donc c'était en même temps, tu vois, du ludique, mais on fait passer des messages, et c'est bien plus puissant qu'un PowerPoint d'une journée, quoi. Complètement. Ouais, et puis oui, pour les équipes, j'imagine que ça les marque aussi différemment, quoi, forcément. Voilà. En termes de souvenirs et déjà de cohésion d'équipe aussi, parce que c'est important. Mais tu as d'autres exemples comme ça de choses, ou d'un séminaire peut-être qui t'a particulièrement marqué par rapport à une autre approche ludique que tu as eue? Alors, j'ai accompagné aussi une équipe qui n'avait jamais fait de séminaire. Et c'était une petite équipe, et je trouvais que c'était très audacieux que c'était une dirigeante. Elle a offert une journée de séminaire à son équipe, parce que, en fait, je lui ai suggéré ça. Elle voulait que j'accompagne tous ses salariés, donc une dizaine, pour... Elle me transmettait sa vision et ce qu'elle voulait que les salariés appliquent, et elle me dit, ça serait bien qu'ils le fassent. Je dis, je travaille pas du tout comme ça, quoi. Je suis pas un transmetteur d'ordre. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc je lui ai proposé, je dis, mais et si on faisait un séminaire avec eux pour aussi qu'on puisse faire remonter des informations que toi tu voudrais leur faire passer, mais que eux aussi ils parlent du terrain, de ce qu'ils vivent. Et ça a été alors ce qui m'a surpris, c'est, tu vois, quand on met en place quelque chose qui correspond bien aux besoins. C'est que j'avais dit café d'accueil à 8h30, on commence à 9h. Donc moi j'arrive à 8h pour m'installer, mettre tous les supports et tout ça. Mais ils étaient déjà tous là. Ah oui, d'accord. J'ai dit, ils sont motivés. Hein. Ils sont motivés. Non, mais ils avaient la génial. banane comme ça. Ouais. Et c'était super. Et la dirigeante, elle a eu après plein d'infos pour mettre en place des choses. Et ça a été bien plus facile. Donc, en fait, ce qui me motive aujourd'hui, je ne fais pas que des séminaires, mais ce qui me motive, c'est de voir, par exemple, l'année dernière, au mois de mai, j'ai fait le salon à Nantes de l'événementiel. Je ne suis pas une agence d'événementiel, ne confondons pas, mais je suis encore là sur l'écoute. C'est que beaucoup de salariés me disent, bon, c'est super, nous on fait un séminaire dans notre boîte, sauf qu'on est dans le jus jusque-là. C'est une journée où on va tirer à l'arc, ou faire du bateau, ou faire des courses, ou faire je ne sais quoi. Pourquoi pas, hein, attention, je ne suis pas en train de discriminer ça, mais pourquoi pas? Et donc moi je leur demande, et qu'est-ce que vous voudriez alors, à la place? Et ils me disent, nous on aimerait aussi travailler sur des sujets de ce qu'on vit, et ça tombe pas dans l'oreille d'une sourde. C'est-à-dire, je me dis, ah ouais, intéressant. Et comment aussi rentabiliser ces budgets, parce que des séminaires, ça a un coût. Donc pour faire du ludique, et qu'on passe un bon moment quand même. C'est pas, je veux pas tomber dans ce côté PowerPoint, qu'on passe un bon moment, mais que ça serve. Et surtout, je vois des usines à gaz, souvent dans les séminaires. C'est très complexe. Et moi, je suis plutôt, ça c'est une façon dont je travaille aussi, simplification. Trouver quelque chose de complexe, le simplifier, c'est pas le plus facile, hein, mais le simplifier pour qu'il soit... très réalisable et très impactant, en fait. Tu as peut-être un autre exemple à nous donner ? Oui, je te parlais de la simplification. Oui. Par exemple, j'ai été appelée par une organisation importante, ils sont 1400, 1500, et par un responsable des managers. Et qui me dit, Hélène, on a entendu parler de vous, de vos façons justement de simplifier, de fonctionner différemment. J'aimerais que vous jetiez un coup d'œil sur notre dossier d'accompagnement des managers parce que ça fait 2-3 ans qu'on essaye de mettre des choses en place et ça bloque. Donc moi je regarde ce dossier et je dis ah oui, je comprends pourquoi ça bloque. Il me fait ah bon, je dis mais c'est très bien, un beau dossier, on en revient un peu à mon PowerPoint du début. C'est beau. Ah c'est beau. Maintenant moi si j'étais manager, je ne sais pas par quel bout prendre quoi. C'est vous m'avez mis l'Himalaya en fait, mais pas les étapes pour y arriver. Donc, d'accord. Oui, parce que plus tu grandis dans une organisation, plus c'est complexe et plus on complexifie. Alors, ça ne veut pas dire que ce soit obligatoire, hein, pas du tout, mais c'est un peu dans cet ADN et cette construction. Et moi, je dis, écoutez, si je devais vous accompagner,
moi je mettrais du codev, co-développement pour vos managers. Je commencerai par ça. C'est-à-dire que les écouter, et ils peuvent se travailler ensemble. Le co-développement, c'est ça, c'est de l'intelligence collective, mais en suivant une méthode. Tiens, bon, ils en parlent en codir et c'est acté. Donc voilà, je forme certains managers et le processus est lancé. Ça fait 1 an et demi que sur 1400 salariés, le codev est lancé. Et je les supervise un petit peu. Et donc, ils me disent, Hélène, c'est un truc génial. On n'a jamais eu quelque chose qui nous sert autant. Voilà. Donc, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est pratique. Pragmatisme, de quoi ont besoin les gens. Ne cherchons pas à complexifier ce qui est déjà complexe. Simplifions et surtout allons là où le besoin se trouve. Voilà. Alors, dans les belles voix, on parle de la pierre que l'on apporte à l'édifice pour diffuser du positif dans le monde en tant qu'entrepreneur, donc à notre échelle. Ce serait quoi ta pierre à toi? L'énergie. L'énergie. Ouais. Quand je vais voir des dirigeants que j'accompagne, peu importe, je redis, du solo entrepreneur à celui qui a 1500 salariés, c'est après l'entretien. Quand j'arrive, des fois, ils sont plutôt en baisse d'énergie. Ouais. On a eu un entretien d'1 heure, 1 heure et demie. Ils sont reboostés. Moi, je crois que je suis pleine d'énergie et d'enthousiasme. Et ce qui me plaît, c'est de contribuer en distribuant à d'autres pour qu'ils continuent leur boulot. Parce que le monde ne tourne pas autour d'Hélène Delmotte. C'est que c'est plus... chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et donc, c'est comment on peut apporter quelque chose pour que les autres continuent à apporter la leur. C'est ça. Voilà. C'est plus comme quelqu'un qui transmet cette énergie et cet enthousiasme. Oui, parce que chacun, effectivement, quand je parle de pierre à l'édifice, c'est vraiment cette petite touche positive qu'on apporte à d'autres qui eux-mêmes vont être, comme tu dis, emplis d'énergie, qui vont aussi apporter. C'est ça. Et c'est ça aussi le principe des belles voix et de parler de ça, c'est, on ne va pas révolutionner le monde, mais si au moins on peut en apporter, en diffuser juste autour de nous, ce sera déjà beaucoup en fait. Ouais. On va passer aux questions signatures des belles voix. Alors la première question, c'est que changerais-tu positivement dans le monde si on te donnait une baguette magique? Une seule chose. L'injustice. D'accord. Tu veux développer? Je suis très sensible à l'injustice. Je sais que tu en as parlé quand tu étais enfant, déjà c'est quelque chose qui te... Ça me fait bondir. D'accord. Là, je revais le vêtement de la justicière, justement. Je serais capable... j'ai peur de rien. D'accord. S'il y a une injustice... alors attention, à mon échelle, oui, c'est-à-dire on comprend. Aujourd'hui des conflits dans le monde qui sont injustes, j'ai pas ces pouvoirs-là, malheureusement. Mais si je peux, à mon échelle, l'injustice, ouais. D'accord. Est-ce que tu as un mantra ou un mentor? Alors, mentor, pas spécialement. Moi, c'est toujours essayer. D'accord. Voilà. Réussir, c'est la cerise sur le gâteau, mais tu te dois d'essayer. Ok. S'il y a un livre que tu aurais pu écrire ou un film que tu aurais pu réaliser, ce serait lequel? Alors, en livre, c'est un livre de développement personnel, mais qui est vieux, que j'ai lu quand j'étais jeune, qui s'appelle « Trembler mais oser ». D'accord. Ça dit tout. Voilà, je pense déjà ça dans le titre. Alors après, voilà, je dis, je pense qu'on a beaucoup évolué depuis, mais ce titre m'est resté vraiment gravé parce que, en fait, la peur ne résiste pas à l'action. Voilà. La peur ne résiste pas à l'action dans ce sens que trembler avant d'agir ou d'entreprendre, c'est normal. Mais agissez ou agissons. Voilà. Essayons. Voilà, osons. Dernière question. Qu'est-ce qui te touche le plus dans le monde? Alors, de manière positive toujours, parce que j'aime bien terminer sur une note positive. Alors, il y a deux choses, sur deux aspects. Il y a l'humain et le monde. L'humain, c'est le courage. Okay. Voilà, ça me touche. Peu importe où on se trouve dans le monde, il y a des gens très courageux. Et ça me touche. Et sinon, c'est la beauté du monde. C'est comment est construit le monde. Et ça, si on veut s'y pencher un petit peu, ça pose aussi beaucoup de questions. Et ça me touche. Alors Hélène, on peut te retrouver, tu as un site web,
Oui, Sur LinkedIn aussi? oui. Qui Ouais. bouge plus, hein, on voit plus l'actualité sur Ok. LinkedIn. Et j'avais envie juste d'une dernière question pour conclure. Là, qu'est-ce que te dit ton intuition concernant l'évolution de l'entreprise? De l'entreprise de manière générale ou la Ouais, mienne? bah justement, non, pas par rapport à toi, mais en général sur les tendances à venir, ou peut-être sur quoi là tu te projettes prochainement, sur quelque chose que tu veux décortiquer ou développer. Je pense qu'il y a beaucoup de boulot. Il y aura beaucoup de travail dans l'entreprise. Pourquoi? Parce que les grands piliers qui amenaient les fondations et les bases de la société s'effondrent. L'entreprise est encore un repère pour beaucoup de personnes. On l'a vu pendant le Covid. Certains voulaient revenir travailler parce que l'entreprise, c'était leur repère. Ce qu'il y a, c'est que maintenant, l'entreprise, il s'y passe aussi beaucoup de choses. C'est que comme toutes les inquiétudes, l'effondrement des familles, les nouvelles générations, c'est un micro-monde, l'entreprise. On retrouve ça à l'intérieur. Et le dirigeant, c'est une tâche très complexe qu'il a d'accompagner tout ça. Et lui, parce qu'une entreprise, c'est pas une crèche et c'est pas un centre de loisirs. Hein. L'entreprise doit être rentable, doit faire de l'argent. Et les personnes qui viennent travailler ont du travail à fournir. Donc comment trouver tout cet équilibre-là ? Ça va être très complexe et c'est pour ça qu'on vienne me voir ou qu'on vienne voir quelqu'un d'autre. Mais moi, j'encouragerais tous les entrepreneurs à se faire accompagner au moins un petit peu. Parce qu'un dirigeant, ça aussi, j'ai envie de faire passer ce message. Quand j'ai créé ma boîte, je me suis dit, mais quand on ne va pas bien, physiquement, on va voir un médecin. Quand on ne va pas bien mentalement, on va voir des spécialistes du mental. Mais un dirigeant qui a besoin d'aide dans son entreprise, il va voir qui ? Il ne va pas aller voir son médecin, sauf que déjà physiquement, il a des symptômes qui se répertorient sur son physique. Mentalement, si vraiment il a aussi des symptômes d'angoisse très élevés ou de déprime ou de burn-out, il va aller voir aussi un spécialiste. Mais pour prendre soin de son entreprise, il va voir qui ? Et c'est aussi pour ça que je me suis formée à beaucoup de choses, c'est que je veux avoir toute cette palette-là pour pouvoir répondre un peu à tout ça. Qu'ils puissent trouver ce temps d'échange et là se poser. Merci beaucoup Hélène pour cet échange. Merci J'ai à beaucoup toi. apprécié. On a appris beaucoup de choses sur ton métier et on voit bien toute la passion que tu et l'énergie que tu y mets. Merci beaucoup. Merci Alexandra. Merci à tous de nous avoir écoutés. Retrouvez toutes les informations sur notre invité dans la description. Sachez que ce média est ouvert à tous les entrepreneurs qui souhaitent partager leur expérience, pour que chaque voix trouve sa place et inspire d'autres à suivre la leur. Les Belles Voix, c'est avant tout une expérience podcast conçue spécialement pour vous, chefs d'entreprise. Au programme, rencontres, partage, bien-être, convivialité et contenu vidéo pour développer votre visibilité. Ce concept est né de l'envie de mettre en lumière les entrepreneurs qui agissent avec sens et authenticité pour faire bouger les lignes. Je vous invite à me suivre sur LinkedIn, Instagram et bien sûr sur ma chaîne YouTube, Les Belles Voix.